Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va partir de tout ce qui est bouffe, on va retourner à tout ce qui est corps et on va parler hormones. On en a peut-être abordé quelques-unes rapidement dans le nombre de podcasts précédents qu'on a déjà fait, mine de rien. Mais on va surtout parler des hormones qu'on entend à la radio, qu'on entend à la télé, dont vous entendez parler sur les réseaux. C'est bien beau, c'est des gros titres. On parle de testostérone, d'œstrogène, d'insuline, etc., etc. C'est super. Mais derrière, comment ça fonctionne ? Est-ce que on vous a déjà expliqué foncièrement comment fonctionnait une hormone ? Parce que, non, généralement, non. On veut là juste des mots qui vont venir déclencher des petites associations d'idées, ou si je vous dis testostérone, œstrogène, vous allez penser virilité, féminité, sexualité, muscu, ménopause. Et en soi, c'est des associations qui sont pas fausses, mais qui sont un petit peu réductrices vis-à-vis de tout ce que peuvent faire ces hormones. Voilà. Ouais, super l'intro. Mais pourquoi ? Parce que la testostérone, c'est pas juste l'hormone des hommes qui soulèvent du poids, parce que les oestrogènes, c'est pas juste des hormones féminines, c'est des molécules qui sont présentes chez tout le monde, chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, chez tout le monde, et qui vont jouer des rôles biologiques bien plus complexes et d'une importance qui vont juste au-delà de la virilité, etc., etc., ou la féminité, ou des autres mots qu'on va associer à cela. Ok ? Dans l'épisode précédent sur le cholestérol, on a vu que ces hormones, elles sont fabriquées à partir du cholestérol lui-même. Et c'est justement pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que sans cholestérol, on n'a pas de testostérone. Sans cholestérol, on n'a pas d'œstrogène. Sans cholestérol, on n'a pas de progestérone. Sans cholestérol, on n'a pas de cortisol. Et toutes ces hormones partagent la même matière première. Donc aujourd'hui, on va voir en quoi la testo, les œstros, qu'est-ce qui se passe ? D'où ça vient, leur biologie, les effets sur tout l'organisme, ce qui va venir perturber ces hormones et ce qu'on peut faire pour les soutenir naturellement. Ok ? Donc première partie, on va voir la testo. Ok ? Secondo, on va voir les œstrogènes. Tertio, on va voir l'équilibre entre les deux, finalement, entre la testostérone et les œstrogènes et ce qui peut perturber cet équilibre. Et on va continuer avec les différents leviers, justement, pour venir soutenir un petit peu cet équilibre et nous permettre à notre corps de mieux le gérer. Ok ? Vous êtes prêts ? Les baskets sont aux pieds ? Vous êtes en train de faire votre meilleur banana bread ? C'est parti, on se lance. Donc premièrement, la testostérone, c'est une hormone stéroïde. C'est-à-dire qu'elle est fabriquée à partir du cholestérol. Spoiler alert, on en a parlé précédemment. Ok ? Et c'est une hormone qui est produite principalement dans les cacahuètes chez les hommes et dans les cacahuètes et les glandes surrénales chez les femmes. Donc dans les testicules chez les hommes et dans les ovaires et les glandes surrénales chez les femmes. Oui, parce que oui, les femmes produisent de la testostérone. 5 à 10 fois moins que les hommes, mais elle est là et elle est nécessaire. Sinon, elle serait pas là. Et les fonctions réelles couvrent un spectre qui est bien plus large que tout ce qui est sexualité finalement. Primo, la masse musculaire et la force. Bon, ça, généralement, ça va pas être une surprise, on le sait tous. La testo, elle va stimuler la synthèse protéique dans les cellules musculaires et elle va activer les cellules satellites, qui sont donc les cellules souches du muscle dont on a parlé dans l'épisode sur la mécanotransduction et dans l'épisode sur le muscle. N'hésitez pas à scroller un petit peu dans les épisodes précédents. On a abordé tout ce qui est muscle, tendons, os pour reposer les bases de manière simple et limpide. Ok ? Donc, on a dit que ça avait une action sur la masse musculaire, sur la force, et c'est une des raisons biologiques justement pour lesquelles les hommes adultes ont en moyenne une masse musculaire plus importante que les femmes. En moyenne, bien évidemment. Et c'est pas uniquement la mécanique ou la nutrition, mais c'est juste ce contexte hormonal de fond qui fait que.
Secondo, au niveau de la densité osseuse, la testostérone, elle va stimuler les ostéoblastes, elle va inhiber les ostéoclastes. Donc c'est exactement le même système de remodelage osseux qu'on a vu dans l'épisode sur la mécanotransduction, encore une fois, et dans l'épisode sur les os, encore une fois. Ouais, on se répète, mais on vous a donné toutes les infos. Donc, un homme dont le taux de testostérone chute significativement va perdre de la densité osseuse, au même titre que la perte osseuse observée chez la femme après la ménopause. Et oui, mesdames, les hommes, parfois, sont aussi concernés par ce genre de choses. Ensuite, on a la production de globules rouges. La testostérone, elle va stimuler la production d'érythropoïétine. C'est une hormone qui régule la fabrication des globules rouges. Érythropoïétine, au passage, très compliqué de le caser au Scrabble. Mais alors, par contre, si c'est un mot qu'on triple, génial. Et c'est pour ça qu'on a une capacité de transport de l'oxygène en moyenne supérieure chez les hommes, avec les implications directes en endurance que ça va avoir. Mais la testostérone a aussi des effets sur le cerveau, sur la concentration, sur la mémoire spatiale, sur la motivation et sur la régulation de l'humeur. Il y a des études qui ont montré qu'un taux de testostérone bas chez l'homme est associé à une augmentation du risque de dépression et à des performances cognitives bien moindres. Et ne me dites pas que c'est tout le temps le cas, même si on a souvent la tête à rien, strictement rien. Mais bon, voilà. Et derrière, on a aussi au niveau de la santé cardiovasculaire, parce que contrairement à une idée reçue, le taux de testo dans la norme, il est protecteur du système cardiovasculaire. Et ce sont les abus des androgènes, exogènes à dose pharmacologique, donc le dopage, voilà, un grand terme très mignon pour dire qu'on s'injecte des petits trucs qui vont créer des risques cardiovasculaires. Mais en soi, un taux physiologique normal, au niveau de la testostérone, c'est très bon pour le petit cœur là. Ok ? Donc grosso modo, vous pouvez penser ou voir la testostérone comme un chef de chantier au niveau de l'organisme, parce que son rôle principal, c'est de dire aux différents corps de métier, que ce soit les muscles, les os, le cerveau, les globules rouges, on construit, on maintient, on renforce, on évolue, on s'adapte, on devient meilleur. C'est le but de ce podcast aussi. Quand le chef de chantier il est actif, qu'il est bien organisé, il a bien dormi, il est à l'aise, blaise, tout le chantier avance. Ok, mais quand il est absent, quand c'est mal coordonné, la construction ralentit, et là ça va être compliqué de finir le palais en 3 mois quoi. Ok ? Un point crucial qui est souvent ignoré dans tout ça, c'est que la testostérone elle va pas rester sous sa forme originale. Il y a une partie qui est convertie en œstradiol, qui est la principale forme d'œstrogène, par une enzyme qu'on appelle l'aromatase, qui est présente en particulier dans le tissu adipeux. Donc en résumé, vous avez la possibilité, il y a une partie de la testostérone qui est convertie par une enzyme en œstrogène, par la graisse. C'est un gros résumé, mais c'est un résumé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va donner plusieurs choses. Ça veut dire que d'abord, les hommes ont des œstrogènes. Ils en ont besoin pour la santé osseuse, pour la libido et pour la santé cardiovasculaire. Ensuite, ça veut dire une deuxième chose. C'est-à-dire que quand il y a un excès de tissu adipeux, donc au niveau du gras abdominal, qui est très riche en aromatase, ça va convertir davantage de testostérone en œstrogène, ce qui peut créer un déséquilibre hormonal chez les hommes en surpoids, avec des conséquences forcément derrière sur la masse musculaire, sur la libido, sur l'humeur et sur tout ce dont on a parlé précédemment. Par exemple, un homme de 45 ans qui se plaint de fatigue chronique, de baisse de motivation, de difficulté à maintenir sa masse musculaire malgré un entraînement régulier, et qu'en plus il a une humeur qui est complètement instable, il consulte son médecin, et le bilan il révèle un taux de testostérone dans la limite basse de la normale. Ok ? Pas de pathologie grave, mais juste un contexte de stress chronique, de sommeil insuffisant, ça dort pas assez, ça mange des triangles et ce qu'il y a sur les aires d'autoroute, etc. Tout ça, ça fait baisser la production. Donc il n'y a pas un problème d'âge, qui est inévitable, il y a juste un ensemble de signaux biologiques, encore une fois, qui vont répondre à des leviers qu'on verra par la suite. Eh oui, restez bien au bout du podcast pour comprendre la totalité. Voilà pour le petite présentation faux au niveau de la testostérone. On va passer aux œstrogènes. Premier point, c'est que les œstrogènes ne sont pas une seule hormone, mais une famille de molécules apparentées. On en a 3 principales, l'œstradiol, qui est la plus puissante, qui est dominante en âge reproductif. Ensuite, on a l'œstrone, qui prend le relais après la ménopause, et on a l'œstriol, qui est présent surtout pendant la grossesse. Donc E1, E2 et E3. Pour E1, c'est l'œstrone, E2, l'œstradiol, et E3, l'œstriol. Passons, retenez juste qu'il y a 3 œstrogènes dans la famille des œstrogènes, grosso modo. Donc quand on parle des œstrogènes dans la vie quotidienne, on parle principalement de l'œstradiol, le E2.
Et il a des rôles qui vont bien au-delà juste de la régulation du cycle menstruel et des autres choses dont on parle généralement. Ce que les œstrogènes vont vraiment faire, c'est d'abord au niveau des os. Ça, on le sait, ménopause, moins d'œstrogènes, moins d'os, etc. Parce que les œstrogènes vont inhiber les ostéoclastes. Et les ostéoclastes, c'est les cellules qui déminéralisent les os, qui font en sorte qu'on a moins de densité osseuse. Et c'est pour ça que la ménopause, qui est marquée par une chute brutale des œstrogènes, va s'accompagner d'une perte osseuse accélérée et d'une augmentation du risque d'ostéoporose. Donc la connexion avec la mécanotransduction, elle est directe. Les œstrogènes vont amplifier la réponse des cellules osseuses aux contraintes mécaniques. Les entraînements qui chargent le squelette, ils sont encore plus efficaces en présence d'un bon niveau d'œstradiol. Et forcément, si on s'entraîne pas et qu'en plus on n'a pas d'œstradiol, c'est la chute, hein, bam 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 bam, à escalier, le double col du fémur, prothèse, et puis Vlatipac c'est réglé. Hein. Second rôle des œstrogènes, la santé cardiovasculaire. Okay, l'œstradiol, il a des effets vasculaires protecteurs parce qu'il va améliorer la vasodilatation, il va réduire certains marqueurs inflammatoires et il va favoriser un profil lipidique favorable. Petit lien avec l'épisode précédent sur le cholestérol. Et merci le petit coup de fil au cabinet pendant qu'on enregistre. Ok ? Donc, c'est une des explications au fait que avant la ménopause, les femmes ont en moyenne un risque cardiovasculaire qui est inférieur à celui des hommes du même âge. C'est parce qu'on a un bouclier hormonal qui va malheureusement s'estomper après la ménopause. Ok ? Qu'est-ce qu'on a en 3 ? Cerveau, santé cérébrale. L'œstradiol, il est neuroprotecteur. On rajoute encore une carte à son jeu. Il stimule la production de BDNF. Là, vous me dites BDNF et Kesako. C'est l'engrais du cerveau dont on a parlé dans l'épisode sur la neuroplasticité. Eh ouais, on commence à bien lier les épisodes. Hein. Neuroplasticité, scrollez un petit peu, ça fait que quelques semaines qu'il est sorti. N'hésitez pas, après cet épisode, à faire un tour sur ce podcast. Donc, le BDNF, il soutient la mémoire, la concentration et il module le système sérotoninergique. Vous comprendrez en écoutant le podcast sur la neuroplasticité, don't worry. Donc c'est ce qui explique en partie les troubles de l'humeur qui sont souvent associés aux variations hormonales. Le syndrome prémenstruel, la périménopause, la ménopause. Ok ? On a aussi en plus de ça une nouvelle carte pour les œstrogènes. On a la régulation de l'inflammation. Parce que l'œstradiol, il a des propriétés anti-inflammatoires à des niveaux physiologiques normaux. Et encore une fois, on dit bien niveaux physiologiques normaux. Et c'est ce qui explique que certaines pathologies inflammatoires et auto-immunes présentent des patterns différents en fonction du sexe et de l'âge. Parce que, encore une fois, c'est des choses qui vont varier. Parce que tout le monde n'a pas le même taux d'œstrogène à différentes étapes de la vie. Simplement. Donc, grosso modo, on a dit que la testostérone, c'était le chef de chantier. L'œstradiol, derrière, c'est le lubrifiant universel du système. C'est lui qui va permettre de réduire un petit peu les frictions à tous les niveaux, que ce soit au niveau articulaire, vasculaire, neural, peu importe. Et quand ça vient à manquer, du genre après la ménopause, spoiler alert, vous l'avez vu venir, on constate un petit peu des grincements dans tout le système. Ok ? Il y a des petites douleurs articulaires, une petite sécheresse des muqueuses, une petite rigidité vasculaire, des inflammations qui sont plus fréquentes. Et tout ça, ça vient pas de rien. Et maintenant, vous commencez à faire un petit peu plus de liens. On va parler maintenant un petit peu des perturbateurs endocriniens. Allez, on va surfer sur la vibe. Tout le monde en parle. C'est super. On peut pas parler des œstrogènes sans aborder les perturbateurs endocriniens, qui sont des substances chimiques présentes dans l'environnement, qui peuvent imiter, bloquer ou encore mieux perturber l'action des hormones naturelles au niveau de leurs récepteurs. Donc les plus documentés, c'est les bisphénols, dont le BPA qui est présent dans certains plastiques. On a aussi les phtalates, donc c'est des plastifiants qui sont présents dans de nombreux emballages alimentaires et dans les cosmétiques. On a les pesticides organochlorés et les parabènes, qui sont des conservateurs cosmétiques. Et ces molécules, elles peuvent se lier aux récepteurs des œstrogènes et les activer de manière inappropriée ou au contraire bloquer les récepteurs. Dans Endocrine Review, dans une étude publiée dans Endocrine Review, ils ont estimé que les perturbateurs endocriniens représentaient un coût de santé publique de plusieurs dizaines de milliards en Europe, du fait des effets sur la fertilité, sur les troubles du développement et sur certains cancers hormonodépendants. Voilà, c'est simple. Parce que, par exemple, une femme de 48 ans en périménopause qui note des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, des douleurs articulaires,
des sauts d'humeur, son médecin lui explique que ces symptômes sont souvent vécus comme des signes de vieillissement ou de stress. Donc, sont directement liés à la fluctuation et à la baisse de l'œstradiol, qui va venir retirer progressivement son action neuroprotectrice, anti-inflammatoire et vasculaire. Donc, comprendre la biologie derrière ces symptômes, ça nous permet de transformer aussi la manière qu'on peut avoir de les aborder. Et ça va juste ouvrir aussi la conversation sur les leviers qui sont disponibles pour ça, que ce soit au niveau du style de vie ou au niveau médical. Voilà pour les œstrogènes. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur les effets de la testostérone, des œstrogènes. C'est un survol assez rapide, simple, efficace, mais ça vous permettra de situer un petit peu plus les différents effets et de mieux comprendre potentiellement des effets qui vous concernent et que vous avez déjà ressentis. Et maintenant, vous avez le pourquoi du comment. Donc, on a dit qu'il y avait aussi un lien entre équilibre, entre la testostérone et les œstrogènes, qu'il y avait un équilibre. Et comme d'hab, on n'aime pas quand l'équilibre il est perturbé, ok ? La balance, faut qu'elle soit 50-50, c'est du business. La testostérone, les œstrogènes, ils fonctionnent pas de façon indépendante. Ils s'influencent mutuellement. Ils vont se réguler, se convertir l'un en l'autre via l'aromatase. Et cet équilibre, il est influencé en permanence par les facteurs pour lesquels on va avoir une certaine part de contrôle. Et le premier, le stress chronique, le cortisol. On va en parler aussi. C'est un des facteurs les plus puissants, les plus sous-estimés, comme toujours. Et on verra le cortisol aussi dans le podcast suivant. Mais grosso modo, pour aujourd'hui, l'essentiel, c'est que le cortisol et la testostérone, ils partagent la même matière première. On l'a dit, le cholestérol. Et quand le corps il est en situation de stress chronique, donc quand il doit produire du cortisol en grande quantité et de façon continue, il redirige une partie de sa production de cholestérol vers le cortisol, au détriment de la ligne de production qui était destinée à la testostérone ou à d'autres hormones stéroïdes. Ça, c'est ce qu'on appelle le cortisol steal, ou le vol du précurseur. Donc, à l'université Entschuldigung de Pennsylvanie, ils ont montré qu'une exposition à un stress psychologique aigu, ça venait réduire les taux de testo mesurables dans les 2 heures suivantes chez les hommes jeunes en bonne santé. Encore une fois. Et sur le long terme, le stress chronique va créer une suppression partielle et durable, encore une fois, de la production de testostérone, avec tous les effets à long terme que ça va engendrer. Facteur numéro 2, au cas où, le dodo, le sommeil. La grande majorité de la testostérone, elle est produite pendant qu'on dort, et plus précisément pendant le sommeil profond. Ils ont vu que avec une restriction de sommeil à 5 heures par nuit pendant une semaine, ça réduit le taux de testostérone de 10 à 15% chez des personnes jeunes en bonne santé, enfin des hommes jeunes en bonne santé. Donc encore une fois, on a un lien avec le rythme circadien qu'on a vu dans l'épisode dédié. Ça fait pas longtemps, il est sorti il y a quelques semaines, et n'hésitez pas à l'écouter encore une fois par la suite. Et on a vu que la production de testostérone, donc elle suit un rythme circadien qui est assez précis. On a un pic au réveil qui résulte de la production nocturne. Et donc moins vous avez de sommeil profond, moins vous avez de production hormonale, moins vous avez de pic matinal, etc., etc. Et c'est un cercle vicieux à long terme. Facteur numéro 3, on va encore faire des liens avec les podcasts précédents, je suis désolé, mais bon. Le microbiote intestinal, il joue un rôle dans le métabolisme des œstrogènes via ce qu'on appelle l'œstrobolome. C'est l'ensemble des bactéries intestinales qui sont capables de métaboliser des œstrogènes. Donc, si vous avez un microbiote qui est appauvri, ça peut perturber le métabolisme et contribuer encore une fois à un déséquilibre dans les niveaux circulants d'œstrogènes. Donc, grosso modo, si votre microbiote il est pas en forme, vous allez avoir des conséquences sur vos taux d'œstrogène et donc des conséquences sur tous les facteurs pour lesquels l'œstrogène a un effet. Et on en avait un petit paquet. Facteur numéro 4, on en a parlé, c'est l'excès de tissu adipeux. On l'avait évoqué avec l'aromatisation, donc les tissus adipeux, notamment abdominal, qui contient beaucoup d'aromatase. Aromatase, qui est l'enzyme qui convertit la testostérone en œstradiol. L'œstradiol, qui est un des 3 œstrogènes principaux. Donc, un excès de masse grasse au niveau du bidou, ça va créer, chez les hommes comme chez les femmes, un déséquilibre à cause de la conversion excessive de testostérone en œstradiol. Et chez la femme, et particulièrement après la ménopause, le tissu adipeux, il devient d'ailleurs la principale source de production d'œstrogène. Et c'est ce qui explique pourquoi un certain tissu adipeux est biologiquement nécessaire après la ménopause pour maintenir un minimum de production œstrogénique. Et oui, désolé mesdames, mais avoir un petit peu de ventre, finalement, ça veut peut-être pas dire qu'on est en mauvaise santé. Parce que si on prend, allez, on va prendre des hommes. 2 hommes, 38 ans, même bilan de départ. Il y en a un qui a un travail stressant avec peu de récup, 5-6 heures par nuit. Une alimentation à la va-vite, les sandwichs triangles, on les aime bien.
et un petit surpoids. Allez, on est sympa. L'autre, il gère son stress, il dort 7-8 heures, il mange des produits bruts et il a une composition corporelle saine. Et 2 ans plus tard, sans aucun problème médical diagnostiqué, les taux entre ces deux gugus, ils peuvent différer de 30 à 40%. Et uniquement en raison des facteurs qu'on a évoqués précédemment, donc uniquement en raison des facteurs du style de vie. Donc c'est même pas de la génétique, c'est juste de la biochimie de votre quotidien. L'avantage, c'est que, forcément, si on vous dit tout ça, vous connaissez maintenant la structure des podcasts, c'est que derrière, on a des leviers. Vous avez des moyens d'agir pour tenter de soutenir, d'équilibrer tout ce petit monde. Première chose, allez, je vous le donne en mille, l'entraînement, le sport, les exos, l'exercice de résistance, que ce soit la muscu, l'haltéro ou l'entraînement en charge, c'est le levier pour lequel on a le plus de doc, donc d'études, etc., pour stimuler la production de testostérone de façon naturelle et de manière durable. Donc, les grands exercices polyarticulaires, du style les squats, le deadlift, le bench, les tractions, allez hop, tout ce qui implique une grande masse musculaire, c'est les exos les plus efficaces pour déclencher une réponse hormonale. Dans le Journal of Strength and Conditioning Research, je suis LV2 anglais, ça se voit. Donc, une étude a montré qu'un programme de muscu sur 12 semaines, ça permettait juste tout simplement d'augmenter les taux de testostérone au repos chez les mecs, indépendamment de tout changement alimentaire. Et chez les femmes, oui, parce qu'on ne va pas vous mettre de côté non plus, l'entraînement de force a également des effets hormonaux bénéfiques. Et pas tant sur la testostérone, dont les niveaux restent beaucoup plus bas que chez l'homme, on l'a dit, mais sur la sensibilité hormonale globale. Et surtout, et c'est là où c'est intéressant, sur la préservation de la densité osseuse. Parce que ça nous permet de soutenir le système ostéogénique qui est amplifié par les oestrogènes. Donc le sport, ça a des effets aussi au niveau de vos hormones. Secondo, on a tout ce qui est lié au tissu adipeux. Okay, réduire l'excès de tissu adipeux, et particulièrement hormonal, ça permet de réduire mécaniquement l'activité de l'aromatase. Et donc derrière, d'améliorer le rapport oestrogène-testostérone chez les hommes. Il y a des études qui ont montré qu'une perte de 10% de la masse corporelle chez les hommes en surpoids pouvait augmenter la testostérone libre de 15 à 20%. Ok, juste ça. Juste on perd un peu de bidou sans rien faire d'autre et il y a la testostérone qui augmente. Parce qu'on réduit l'aromatase, etc., etc. Tertio, on a des micronutriments. Le zinc, c'est un cofacteur indispensable à la synthèse de la testostérone. Donc forcément, une carence en zinc, qui est assez fréquente chez les sportifs en grande charge d'entraînement, parce qu'on élimine le zinc par la transpiration, la carence, elle est directement associée à une baisse de la production de testostérone. Okay, le zinc, si jamais, on le trouve dans tout ce qui est viande rouge, dans les huîtres, dans les graines de courge, dans les légumineuses. Deuxième élément au niveau des micronutriments, la vitamine D. Donc on a vu dans l'épisode sur le cholestérol, elle est aussi synthétisée à partir du cholestérol. Et elle agit comme une hormone à part entière et elle joue un rôle dans la production de testostérone, forcément. Donc, une supplémentation en vitamine D chez des hommes déficients, ça a augmenté leur taux de testostérone, encore une fois, sans qu'on joue sur d'autres paramètres. Tertio, les graisses alimentaires de qualité, des oméga 3, des graisses monoinsaturées, de l'huile d'olive et de l'avocat. Toutes ces choses sont juste nécessaires à la synthèse des hormones stéroïdes, donc des hormones comme la testostérone. Donc un régime très pauvre en graisse totale, c'est associé à des taux de testostérone plus bas. Donc, à l'heure actuelle, petit récap, faire du sport, et pas seulement courir, donc dans l'entraînement en résistance, en charge. Secondo, taffer un petit peu sur le petit bidou. Et tertio, manger correctement, vérifier vos apports en minéraux, en vitamines, donc en micronutriments. Autre levier, la réduction aux perturbateurs endocriniens, on en a parlé précédemment dans la petite partie là, sur les oestrogènes, parce qu'il y a des petits gestes simples qui vont venir vous permettre de réduire cette exposition, comme de privilégier tout simplement des contenants en verre ou en inox plutôt qu'en plastique, d'éviter de chauffer des aliments dans ces contenants en plastique, et aussi de réduire la consommation d'aliments ultra transformés, donc tout ce qui est emballé, tout ce que mamie elle connaît pas, c'est pas bon, encore une fois on le répète. Et choisir aussi pour les cosmétiques des éléments sans parabènes, sans phtalates, pour les produits qui sont appliqués quotidiennement, régulièrement sur la peau. Ça vous permet d'éviter d'aggraver la chose, tout simplement. Voilà, quelques petits leviers.
On est passé rapidement sur la testostérone, sur les oestrogènes, mais le but était de vous donner encore une fois des éléments rapides de compréhension pour pouvoir les mettre en parallèle potentiellement avec des choses que vous ressentez, que vous avez connues ou dont on vous a parlé et casser potentiellement certains mythes, mais surtout que vous puissiez savoir maintenant de quoi on parle quand on vous parle de testostérone et d'œstrogène. Ok ? Pourquoi ? Parce que la testostérone, comme dit, c'est pas juste une hormone de performance masculine, ok ? C'est un signal au contraire de construction et de maintien qui va concerner les muscles, les os, le cerveau, les globules rouges, et que ce soit chez les hommes et surtout chez les femmes. Et les œstrogènes, encore une fois, c'est pas juste des hormones féminines qui sont liées au cycle, etc. C'est des molécules qui sont protectrices au niveau vasculaire, au niveau osseux, au niveau neural, et dont la baisse, forcément derrière, va marquer une transition biologique majeure. C'est des hormones qui sont sensibles à des facteurs qu'on maîtrise en grande partie, avec le sommeil, le stress, la composition corporelle, les entraînements, l'alimentation et, on l'a dit, l'exposition aux perturbateurs. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir des leviers et des leviers qu'on vous a donnés aussi dans des podcasts précédents pour que vous puissiez comprendre et aussi agir sur tous ces éléments au quotidien et de manière simple. Pourquoi ? Parce que les niveaux des hormones sont pas uniquement liés dictés par l'âge, dictés par la génétique. Non, vous avez votre rôle, vous avez vos réponses, peut-être pas vos réponses, mais vos capacités d'apporter une réponse positive au corps et de changer les choses. Ok ? Et on va le voir aussi dans le prochain podcast, c'est des hormones qui ne sont pas isolées, mais qui font partie d'un orchestre complet, d'un orchestre hormonal, on peut dire, qui est encore plus large, où on a le cortisol, l'insuline, etc., qui vont aussi jouer des rôles déterminants pour tout ce qui est énergie, pour la composition corporelle et tout simplement pour la santé de manière générale. Ok ? J'espère que le podcast vous a plu, que vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à des personnes qui peuvent se poser 2-3 questions sur tout ça. À nous mettre un petit commentaire, à vous abonner. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles surtout, parce qu'on sait qu'on est géniaux. Et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour un prochain podcast. Allez, la bise.